Salut et bienvenue dans un nouvel épisode d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Cette semaine, je voulais commencer par une petite note personnelle. Tu as peut-être remarqué qu'il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. En ce moment, je suis en pleine recherche d'emploi, une période de transition qui me demande pas mal d'énergie et de réflexion. J'ai donc décidé de ralentir un peu le rythme de publication pour le moment, histoire de traverser cette étape avec un peu plus de clarté. Je sais que je ne suis pas seul à passer par là en ce moment, donc j'espère que partager ça pourra résonner avec certains et certaines d'entre vous. Et je prends des notes et donc je vous en reparlerai sûrement dans un prochain épisode. Merci de continuer à m'écouter et maintenant, place à l'épisode de cette semaine. C'est multifactoriel. Il y a le volume d'étudiants, mais aussi les pressions socio-économiques. Ces étudiants-là qui vont être formés doivent aller sur le marché du travail, sinon tu déprimes. Au retour, si ces personnes-là sont très compétentes, place-les aussi vite que possible pour qu'ils puissent avoir une valeur ajoutée à la société. Ça fait partie du social contract. Et aussi, par rapport à la santé mentale, c'est un peu plus discuté maintenant, c'est moins tabou. Existe. S'il y a une certaine sensibilisation qui a été créée par rapport à des crises identitaires, je sais peut-être une sphère un peu plus à part, mais il reste que comme ces enjeux-là, et aux crises identitaires par rapport à ces enjeux-là, j'imagine que ces administrations-là sont aussi sensibilisées par rapport à d'autres enjeux. Bienvenue sur Au-delà de la thèse avec Papa PhD, le podcast hebdomadaire où on parle du rôle et de l'impact que les chercheurs peuvent avoir au-delà du labo. Avec moi, David Mendes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Marc-André Haché. Marc-André est membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, diplômé en ingénierie mécanique de l'Université de Moncton. Il est titulaire d'une maîtrise en co-tutelle avec l'Université de Sherbrooke et candidat doctorant d'un projet pilote du Centre national de la recherche scientifique, donc du CNRS, sous l'ombrelle de l'UMI LN2. Mon doctorat était plutôt du côté de la microfabrication, donc je travaillais sur les MEMS, Micro Electromechanical Systems, qu'on dit en anglais. Puis dans le groupe de recherche que je travaillais, c'était la vocation, c'était le professeur Luc Fréchette de l'Université de Sherbrooke. Sa vocation, c'était dans la récupération d'énergie, de toute forme. Donc, forme vibratoire, forme thermique. Puis mon projet, c'était sur la valorisation de chaleur de faible température avec des micromoteurs. OK, excellent. Bon, mais c'est intéressant parce que tout cet univers-là est tellement petit, puis je pense qu'on soupçonne les gens qui écoutent. Moi, en tout cas, je ne soupçonnais pas quand tu m'en as parlé. Tout ce qui peut être fait à la micro-échelle en ce moment. Oui, puis en fait, ce projet-là, ça fait maintenant 10 ans, c'était assez state of the art. À ce moment-là, je peux même pas imaginer. J'ai pas suivi beaucoup la microfabrication depuis, mais c'est ça, c'était beaucoup donc des assemblages 2.5 dimensions qui peuvent se déformer pour soit créer un travail ou pour exercer X fonctions. Des fois, ça peut être des micro-labos sur puce, des trucs du genre. Puis en fait, c'était comme une sorte de pivot sur les précédé de microfabrication des années 70, fait qu'on était, parce que là, maintenant, au niveau de quand on parle de microfabrication, c'est plus la nanofab, quand on parle de puces électroniques, CPU, etc., c'est vraiment du nanométrique. Mais dans les années 70, les fonderies, puis la fabrication des puces électroniques, c'est du niveau micrométrique. Mais ces installations-là existent encore, donc certaines universités, surtout l'Université de l'Alberta, si je ne me trompe pas, qui avaient commencé à utiliser ces procédés de fabrication-là pour faire des assemblages mécaniques ou faire des nouvelles structures mécaniques. C'était un peu comme voir un peu si c'était quoi que tu es capable de faire avec. Mais éventuellement, ça a débouché dans souvent des accéléromètres. Les accéléromètres, ça va être des mêmes. À un certain moment, dans les manettes de Wii, les accéléromètres étaient produits à Bromont. Puis c'était des MEMS. Donc, j'avais un de mes collègues au doctorat qui, lui, a travaillé un peu là-dedans. C'est super intéressant. Mais donc, et tu l'as un petit peu mentionné d'une certaine façon. Après, il y a quelque chose qui s'est passé et suite à des circonstances accablantes dont on parlera et après une introspection approfondie, puis souvent c'est ça qui se passe, circonstances accablantes, introspection approfondie, tu as décidé de te retirer du programme en 2016 et après ton cheminement s'est poursuivi en R&D au Québec. Donc, en 2019, tu as pivoté vers les technologies de la science de la vie, donc le MedTech, et tu as débuté en imagerie médicale et après, tu t'es spécialisé en développement d'implants et d'outillage de
reconstruction crânienne, super pertinent. Et en tout cas, moi, j'aime ça, les domaines d'interface entre la wet science, donc les crânes, les vaisseaux, du tissu vivant, et la technologie, et comment elles peuvent se mettre main dans la main pour aider des personnes. Donc, ça, un trajet avec différents chapitres marqués. Est-ce que tu peux un petit peu, pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être dans un trajet similaire, nous parler de qu'est-ce qui t'a amené à étudier ce que tu as étudié, qu'est-ce qui t'a amené, et après, qu'est-ce qui t'a amené à, quand tu as fait cette introspection, à te réorienter vers ce qui t'intéresse aujourd'hui? Ça a toujours été un parcours de rétrospection, le passage de la maîtrise au doctorat. En fait, j'avais débuté mon doctorat par désir de m'épanouir. J'avais fait mon bac très généraliste. Mon mentor, j'avais un certain mentor durant le bac qui était en thermique, qui a vu mon potentiel, il était comme, est-ce que tu vas aller en maîtrise? Moi, je me voyais pas aller sur le marché du travail parce que j'avais pas vraiment été mentoré jusqu'à là. J'avais pas vraiment eu les appuis nécessaires pour me dire, ben, si tu vas aller là, faut que tu passes à travers ce certain trajet-là. J'étais toujours en train d'aller d'un beat à un beat, puis c'était un autre beat de la maîtrise, mais le sujet intéressant, j'avais un salaire, c'était une opportunité de m'apprendre un peu sur moi-même, puis de développer une expertise, bien que c'est encore une maîtrise généraliste, parce que je travaillais sur la thermique des nanofluides. Ouais, mais c'est se mettre les mains dans la pâte, puis c'est se dire, regarde, là, c'est ça que je vais faire, je vais être payé pour ça, puis je vais gagner, comme tu dis, cette expertise, même si c'est pas super appliqué. Non, c'est ça. Puis, en fait, c'était l'autonomie, puis j'ai développé mon sens. En fait, j'ai développé un sens de développer mes compétences d'ingénieur, mais avec un niveau créatif, dans le sens comme avoir une vision de ce qu'on doit faire pour régler un problème. Parce que, en fait, les défis par rapport à ma maîtrise, c'était beaucoup en lien par rapport à la métrologie, comment mesurer les propriétés des nanofluides que je le mesurais, créer le banc de test. Puis les connaissances n'avaient pas vraiment une bonne maîtrise de comment faire les mesures correctement, dans le sens que ils utilisaient une sonde, la sonde était bien connue, mais ils définissaient pas quel sens mettre la sonde, puis tu la mettais à la verticale, mais ça faussait les données. Fait juste des enjeux comme ça que faut que tu réalises mettre la sonde à l'horizontale. Mais en tout cas, avec ces défis-là, j'ai commencé à m'apprendre un peu du niveau de la maîtrise. Puis, vu que c'est en co-tutelle avec l'Université de Sherbrooke, j'avais un pied dans la porte de l'Université de Sherbrooke. Encore une fois, juste par un filon conducteur, j'ai fini ma maîtrise. J'ai pris contact avec mon co-superviseur à l'Université de Sherbrooke qui m'a dit, j'ai pas nécessairement de quoi pour toi, mais contacte mon collègue Luc Fréchette. Je l'ai contacté. Puis, en fait, c'était encore un concours de circonstances parce que initialement, il m'a pas répondu. Mais en fait, la raison, c'est que le projet qui m'intéressait, en fait, c'était un très beau ami qui avait le projet. Il l'a rejeté. Il l'aimait pas. Il n'aimait pas le sujet. Fait que quand il a dit à Luc, Luc m'a rappelé, m'a dit, finalement, le projet est disponible. Est-ce que tu veux? J'ai pris l'opportunité. J'ai déménagé à Sherbrooke. Là, j'ai une question pour toi, de curiosité de ma part, qui est, est-ce que ça fait partie du parcours d'un ingénieur, aller faire une maîtrise ou un doctorat? Ok, et donc, tu sais, j'aimerais savoir si... parce que si tu dis que l'Université de Moncton avait un programme, j'imagine que tu avais d'autres collègues qui le faisaient aussi, mais j'aimerais savoir, pour quelqu'un qui vient d'un parcours de génie, comment est-ce que la maîtrise, le doctorat, rentre dans le casse-tête de mon avenir professionnel, étant donné que je viens déjà avec une formation d'ingénieur que pour plein de monde, c'est déjà quelque chose qui t'amène à un emploi. En fait, le mot-clé que tu cherches, c'est finalité. Et le problème, c'est que j'avais pas de finalité en tête. J'avais pas de plan. Un ingénieur qui fait son bac est complètement formé et complètement compétent, bien qu'il n'y ait pas l'expérience. Il y a des compétences techniques, on s'entend. Puis, au cours, en fait, une de mes fiertés de ma carrière, c'est avoir beaucoup formé la relève. Que ce soit des CPI, des candidats à la profession d'ingénierie, ou des stagiaires. Fait, pour plusieurs, si c'est à l'issue du marché du travail, le bac suffit. Puis maintenant, il y a beaucoup de nouvelles sphères que tu peux toucher au travers du bac avec différentes concentrations. À l'Université de Sherbrooke, tu as industriel, robotique, etc. Maintenant, tu as biomédical aussi. Donc, ces concentrations-là te permettent de déjà, si tu cibles un certain marché, tu sors déjà avec un bagage qui est bien focalisé sur le marché que tu cherches. Moi, malheureusement, à l'époque que j'ai fait mon bac, c'était un bac en ingénierie, que ça faisait comme une quarantaine d'années ça existait, c'est juste très général, tu connais les bases.
Ça fait de moi que j'avais un profil très généraliste, mais que j'avais pas vraiment un focus sur quel secteur viser. Puis j'avoue aussi que l'opportunité d'aller à Sherbrooke, mon doctorat, c'est aussi de voir un peu ailleurs, c'est quoi qui se donnait comme opportunité industrielle, notamment. Donc, pour revenir à ta question de un ingénieur, pourquoi il irait en maîtrise, en fait, tu as peut-être 3 profils. En termes d'ingénieur, tu as 3 profils. Tu as l'ingénieur qui va aller simplement sur le marché du travail, il est déjà compétent, il peut juste trouver l'opportunité, il va aller sur le marché du travail. Tu vas avoir peut-être quelqu'un que lui veut se perfectionner pour avoir un perfectionnement supplémentaire ou pour finir ses compétences. Fait là, il va aller chercher une maîtrise. Là, dans la maîtrise, tu peux aller chercher une compétence spécifique selon des projets qui sont disponibles ou quelqu'un a vraiment un bon rapport avec son prof, un peu comme j'avais fait avec mon prof en thermique. Puis le 3e profil, c'est quelqu'un qui veut aller au doctorat. Donc là, comme on entend, c'est un perfectionnement élite. Tu deviens l'expert dans le domaine. Puis là, les différentes pistes, tu peux aller soit tu restes dans l'académie, tu deviens professeur, ou c'est ça, là, tu as des postes très spécialisés dans des secteurs très niches. Puis là, tout récemment, en écoutant tes podcasts, j'ai aussi c'est quoi, les Scientific in Residence? De quoi j'aurais rêvé à l'époque. Maintenant, je pense pas que c'est dans les cartes. Non, c'est ça. Il y a une limite, c'est 5 ans. Jusqu'à 5 ans après ton doc. Mais la chose, oui, le programme du FRQ des scientifiques en résidence est parce que il faut qu'ils aient un public cible parce qu'à cause de leurs partenaires et de la façon que leur programme marche. Mais le fait que ce programme existe et qu'il est en train de grandir veut dire que il y a de l'espace pour les scientifiques, en général, ceux qui aient la maîtrise ou ceux qui ont étudié un petit peu plus loin, qui ont poussé un petit peu plus leur développement de compétences en recherche. Il y a de la place pour eux au gouvernement ou dans le municipal ou dans des délégations à faire. Oui. Ça veut dire que la place est là. Oui, la place est là. Puis c'est un exemple parmi tant d'autres, parce que des OBNL comme des think tanks, qu'on dit en anglais, que eux, ils ont peut-être ils cherchent des profils plus larges, mais il reste que si tu arrives avec un PhD puis une certaine expertise, où il va être préféré par rapport à quelqu'un qui sort du bac. Donc, ne t'empêche pas d'explorer ça de ton côté si ça t'intéresse. Donc, on a déjà teasé en bon français 2 fois, ou en tout cas, qu'il s'est passé quelque chose pendant ton doctorat qui a fait qu'éventuellement, tu as quitté en 2016. Je te remercie d'avance d'avoir démontré une ouverture à parler de ce qu'on va parler, parce qu'on va parler de santé mentale aux études des cycles supérieurs. Et c'est pas facile d'en parler pour tout le monde, dépendamment des personnes ou aussi de la culture des différentes personnes. Mais une chose qu'on sait, c'est que la santé mentale aux études supérieures, mais surtout au cycle supérieur, puis le plus on avance, le plus c'est aigu, c'est assez prépondérant. Et je trouve que c'est important d'en parler à chaque fois que c'est possible, parce que il y a des grandes chances que quelqu'un qui va écouter l'épisode et qui vit quelque chose tout seul va l'écouter, va se dire « Ok, c'est pas juste moi. Il y a quelque chose qui se passe. On est une communauté. » Donc le fait d'en parler, ça normalise la chose. Puis ça peut mener des gens à agir pour s'en occuper, pour peut-être aller vers des services. Moi, c'est ce que j'avais fait à la fin de mon doctorat. Mais donc, parlons de ça. Tu parles dans ton doctorat, tu as une thématique que tu aimes, et là, tu dis il y a quelque chose qui se passe. En fait, c'est moins que quelque chose se passe, c'est plus que dans ma vie, j'ai eu tendance à vraiment m'investir dans ce qui dans mon travail. Puis une raison de ça, c'est que il y a plusieurs raisons. Quand on travaille dans le domaine d'études graduées, dans l'académique, il y a le Dunning-Kruger effect, le syndrome de l'imposteur. Puis d'ailleurs, le Dunning-Kruger effect, comme un bon doctorant connaît ses limites, puis plus qu'il travaille, plus qu'il connaît ses limites, plus que ça met un stress. Dans le cas de mon projet, je l'avais abordé au début, puis j'ai pris une tangente, j'ai décortiqué tout l'UMI LN2 au 3IT. Mais le projet, en fait, c'était un projet pilote avec le CNRS. J'étais le premier doctorant sur ce projet pilote, mais j'étais un doctorant canadien, mais subventionné par le gouvernement français. Mais la subvention, c'était une subvention de 3 ans. En fait, à l'époque. Là, la France, j'avais entendu parler comme quoi, en France, ça essaie de changer un peu la donne, parce que dans les 2010, un doctorat français, c'était quand même assez... c'était très encadré. Contrairement à un doctorat nord-américain, que tu deviens tranquillement l'expert, puis tu parcours, tu défriches ton chemin. Dans le cas du doctorat, tu es souvent associé à un professeur que lui a déjà comme le sujet, le financement,
l'autonomie est moins là. Donc, en Amérique du Nord, les doctorats en ingénierie sont plutôt, disons, dans l'ordre du 5 à 7 ans. Puis à l'Université de Sherbrooke, en particulier, au moment que je suis en train de travailler sur mon doctorat, ils instauraient la politique d'après 9 ans, on te demande de sortir. Donc, là, il fallait que je le fasse en 3 ans, puis malheureusement, mon projet était extrêmement volumineux en termes de cahier de charge. Quand on parle d'ingénierie, on parle de cahier de charge. Là, je travaillais sur le micromoteur au complet. Toutes les micro-composants du moteur. Initialement, c'était supposé être un projet d'intégration de toutes les composantes, de toutes les... Parce qu'en fait, je ne l'avais pas encore expliqué, mais c'était une collaboration internationale. Donc, il y avait plusieurs universités et instituts qui travaillaient sur le projet, puis eux travaillaient sur les composantes spécifiques. Moi, ma vocation, c'était ma responsabilité, c'était de faire l'intégration de toutes les composantes pour assembler le micromoteur. Malheureusement, par rapport à ça, avec le format, malheureusement, c'était la réalité du doctorat. Étant donné que je touche à plusieurs affaires, soudainement, je dois être expert dans toutes ces petites affaires. Là, on parle de moteur. Je dois être maintenant expert dans la thermodynamique d'un cycle qui est... Le cycle Stirling, c'est un cycle thermodynamique qui est vraiment étrange parce que des hobbyistes peuvent faire un moteur Stirling sur leur table de chevet avec une flamme. Tu as juste besoin d'une flamme, le cycle s'opère, c'est un beau démonstrateur. Mais c'est de faire un vrai travail, parce qu'avec un travail, l'idée, c'est de faire une énergie nette pour que tu puisses la convertir en électricité pour après faire un usage quelconque avec. Bref, l'idée d'optimiser le cycle Stirling dans une micro-miniaturisation était particulièrement difficile. Fait, toutes les sphères de comme je dois être un expert dans tout ça. Puis moi, j'arrivais avec un syndrome d'un imposteur assez profond. Puis parce que aussi, je venais d'une petite université, je me croyais pas en moi. Oui, puis là, tu avais des gens de partout dans le monde qui comme dépendaient de toi. Puis en fait, ce qui est étrange, c'est que je performais bien. Dans mes collègues français, j'ai commencé à être étroitement en collaboration avec mon co-directeur français. Le directeur du consortium, j'ai commencé en fait, il prenait mon opinion pour faire des décisions administratives par rapport au projet. Mais ça mettait beaucoup de pression sur moi. Puis, en fait, je réalisais aussi en cours de route que il y avait les composantes que j'étais supposé intégrer avaient été pas très bien synchronisées dans le développement. Fait, je ne pouvais pas les utiliser. Fait, en plus, il fallait que j'ajoute le développement du moteur. Je ne pouvais pas utiliser les composantes qui avaient été développées, malheureusement. Tout ça, ça a ajouté un volume, une pression énorme. L'ami que je mentionnais qui avait laissé tomber le projet pour que je le prenne en relève, c'était un physicien. Et là, il travaillait sur un PhD en ingénierie mécanique, étrangement, mais son background est en physique. Hyper technique. Les mathématiques, c'était du bonbon pour lui, bien qu'il se moque des mathématiciens. Parce que vous avez toutes ces particularités qui leur amenaient, qui m'amenaient beaucoup d'admiration, puis moi, je me sentais très petit. Bref. Dans le parcours doctoral, tu as le prédoc. Puis ça, le prédoc, j'étais déjà épuisé par le travail. Là, le travail du prédoc m'a simplement démoli. Le prédoc, j'ai été sous probation, fait m'a donné une deuxième chance. Donc, j'ai pris l'occasion il y avait une période tampon pour que je puisse reconstruire le prédoc. En fait, le document que j'ai remis au prédoc était excellent. C'était la période de questions. J'étais trop épuisé durant la période de questions, puis j'ai pas pu performer. Donc, j'ai pris la période latente. Il y avait à l'Université de Sherbrooke, c'était gratuit. J'ai pris l'occasion pour consulter un peu. En fait, ça n'a pas beaucoup aidé, mais il y avait certaines questions par rapport à pourquoi tu es au doctorat. Et là, c'est la question de rétrospection de pourquoi j'étais au doctorat. Puis, j'avais pas de réponse. Et mot-clé, la finalité. J'étais là pour me perfectionner. Je ne me sentais pas à la hauteur. J'étais à la hauteur. Je voulais être de nouveau encore plus à la hauteur. Ouais, t'es dans une espèce d'escalier d'échelle qui finit jamais, puis t'as toujours ouais, je comprends. T'évolues, mais après, le syndrome de l'imposteur évolue aussi, puis fait que c'est jamais satisfaisant. C'est ça, puis t'es toujours ouais. Puis aussi, avec le recul de c'est quoi la finalité au doctorat? Puis j'avais pas la réponse. Parce que dans ma tête, à ce moment-là, je vais quand même... en fait, j'avais la possibilité d'être prof parce que mon mentor à l'Université de Moncton voulait que je prenne sa relève éventuellement. Fait, j'aurais pu prendre son poste.
Je l'ai déçu parce que quand je lui ai dit que je pensais lâcher le doctorat, c'est un peu déçu. Mais c'est ça, j'avais le choix d'être prof. Mais là, quand je travaillais sur les publications, puis je voyais mon directeur, Luc Fréchette, travailler sur les subventions, sa disponibilité, il était extrêmement dédié à tous les étudiants, mais c'était juste le volume. J'ai plus tendance à être pensif, à mâcher l'information, puis à l'accorder, trouver un filon conducteur, etc. J'ai pas le profil à Luc que lui, ça vient vraiment rapide. J'ai quand même de l'habilité à avoir une forte habilité de faire une abstraction rapide, mais c'est plus j'ai une bande passante en termes de bruit, puis je le voyais pas. Puis après, si je tombe sur le marché du travail, le PhD me donne quoi? Selon les stats, etc., puis on se parlait tous entre nous, à moins que tu cherchais un profil très niche, des fois un doctorat, puis ça, on en avait parlé quand on s'est rencontrés. Ça peut être un bombe, ça, un CV. Genre, certaines lignes en complément du CV. Je sais que dans l'IA, maintenant, c'est rendu tellement compétitif que le doctorat est un argument, et puis est compté. Si tu as un candidat avec un doctorat, mais tu as plus de chances d'être dans les entreprises de pointe d'IA, par exemple. Mais c'est pas dans tous les domaines. Il y a des domaines où, OK, tu as un doctorat, c'est pas un prérequis, mais... En fait, spécifiquement par rapport à l'ingénierie, des fois, un doctorat, c'est un bombe dans le sens que ça peut te piéger, dans le sens que tu es surformé, mais tu n'as pas les compétences. C'est le fameux overskilled, underexperienced. Non, et ça, c'est oui, pas juste pour les ingénieurs. Tout le monde qui sort avec un doctorat, à un moment donné, va se heurter à quelqu'un qui veut lui dire, ah oui, t'es trop qualifié, you're overqualified. Mais il faut pas trop donner d'importance à ça. Hein? Puis, en fait, je veux pas répéter, je prends pas l'occasion j'ai pas le créneau pour répéter ce mensonge-là, mais c'est quand même une réalité que ces gens-là alimenter ma rétrospection de c'est quoi que je vais faire pour la suite. Mais je voulais pas, en tout cas, je voulais pas que tu disais quelque chose de faux ou quoi que ce soit, mais c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle je fais ces balados semaine après semaine. Il faut créer des ponts entre les études graduées, puis donc les programmes doctoraux et les différents employeurs pour que cette méconnaissance des uns envers les autres, dans les deux sens, elle se dissipe quand on sait c'est quoi travailler dans l'industrie, puis comprendre c'est quoi travailler dans une pharma versus avoir juste des idées préconçues et souvent négatives. Les gens qui sont dans une organisation où ils n'ont jamais embauché des jeunes académiques, des jeunes scientifiques, qui vont avoir aussi des préjugés dans ce sens-là de ça va être ils vont être pas très ils vont être peut-être introvertis, ils vont pas, ça va pas jiver avec l'équipe, puis ils vont pas être des team players. Ouais, mais des fois on peut être super cynique juste aller au niveau du salaire, parce que si disons tu travailles dans une entreprise qui ont des échelles salariales, des barèmes, tu rentres avec un doctorat, tu as moins d'expérience, mais tu vas selon leur barème. En fait, des fois c'est comme un peu dans les coulisses. Mais aussi pour assurer les doctorats qui nous écoutent, tous ceux qui ont gradué avec moi ont maintenant des emplois, ils ont tombé sur le marché du travail. C'est plus que eux, ils cherchaient des secteurs, soit ils avaient des expertises qui niches, qui étaient recherchées par des employeurs, ou soit ils ont cherché des secteurs qui étaient plus niches que leur PhD les faisait démarquer. Dans mon cas, vu que j'étais généraliste, je faisais un doctorat qui était généraliste, j'aurais sorti ce doctorat puis j'aurais pas de marché niche. Donc là, je tombe d'un nouveau généraliste. Puis si on est généraliste, tu vas aller avec le généraliste qui a plus d'expérience sur le marché du travail versus celui qui sort d'un doctorat puis que sur l'échelle salariale. Mais t'as pas tout de suite l'extra, là. Le gain n'est pas tout de suite là. Ouais, non, je te comprends. Ouais. Donc, c'est ça, c'était le recul de pourquoi je suis ici, c'est quoi la finalité. J'ai réalisé que j'allais finir avec un bout de papier qui n'avait pas vraiment de quoi de supplémentaire. Donc, j'ai décidé de lâcher le doctorat. Heureusement, le projet pilote continuait. J'ai pu être embauché en tant que professionnel de recherche. J'ai continué le travail. Mais j'avais plus les responsabilités administratives liées au doctorat. Puis l'anecdote par rapport à la santé mentale, c'est que je disais que je consultais. Puis au moment que j'ai décidé de lâcher le doctorat, je pense que ma mémoire est extrêmement floue. À ce moment-là, parce que j'ai eu un claquement nerveux assez important.
Puis en fait, le phénomène, peut-être tes écouteurs vont trouver ça étrange parce que c'est un phénomène qui est mal connu. J'ai cherché un peu, puis c'est un phénomène qui a été testé en 2020. Bref. En fait, c'est un phénomène qui fait au niveau verbal, tu as de l'aphasie. C'est genre problème verbal, de faire sortir les mots, etc. Puis c'est une dégénérescence cognitive, neurologique. Mais tu as la fantaisie, le visual thinking. Puis en fait, vu que c'est un autodiagnostic, fait que quand je disais que comme dans mon doctorat, j'étais extrêmement reconnu pour ma capacité d'abstraction, etc., mais c'est parce que j'utilisais mon côté, sur mon cortex visuel. J'étais capable de voir les objets, les interactions. Puis au moment que j'ai claqué, juste du noir. Mais puis on parle j'avais une capacité de faire de la physique dans ma tête. Puis là, c'est pas... Ça va sonner loufoque, peut-être à ton auditoire aussi, mais tu regardes dans ta tête, tu vois des objets, tu vois la lumière, tu vois des couleurs, tu vois des sensations. Puis là, c'était du noir. Mais du noir que est-ce que je peux voir, qu'est-ce que je consulte, est-ce que je vais voir quelqu'un? Mais là, à cette époque-là, c'était ça, 2016. Puis en fait, les premières recherches débutaient dans les années 2000, c'était pas connu. En tout cas, moi, je me trouvais cinglé déjà que je lâchais le doc, j'étais déprimé. Puis là, dans ma tête, ça marchait mal. J'avais probablement aussi quelques problèmes comportementaux. Ma mémoire est floue à ce moment-là. Mais c'est ça. Puis éventuellement, en fait, là, je me suis dit, je vais juste rien. Je peux pas travailler. J'ai pris du temps pour moi-même. Puis je me pensais un peu fou au début, mais éventuellement, ils sont revenus une dimension à la fois. C'est comme du n'importe quoi. Là. Peut-être j'invente ça, mais initialement, c'était des points. Je fais voir des points. C'était juste des particules. Éventuellement, c'était des lignes. C'était comme tu peux voir des plans, mais seulement la première dimension. C'était seulement des lignes. Si on regardait un plan 2D, mais ouais, vraiment de face. Éventuellement, là, j'ai commencé à avoir des formes. Éventuellement, j'ai commencé à avoir du 3D. Quand je me suis rendu au 3D, là, j'avais la difficulté avec les physiques d'interaction, problème neurologique. Un exercice que j'essaie de faire mental, c'est d'imaginer un verre comme que je suis à la table ici. Puis l'interaction, quand tu es capable de voir des objets dans ta tête, tu es capable de voir le verre, l'eau à l'intérieur, tu vois la physique de l'eau qui bouge dans le verre. Ben, en fait, ce qui est intéressant avec la recherche qui est sortie plus récemment par rapport à leur fantaisie, c'est que pas tout le monde a la même vision des objets. Moi, j'imaginais le verre sur le comptoir, mais je n'étais pas capable de voir le verre interagir avec la surface, passer à travers la surface ou vibrer en surface. C'était vraiment comme les physiques fonctionnaient pas. C'est comme si tu as eu mais là, moi, je suis pas là-dedans, mais c'est comme si tu as eu un épuisement de tes systèmes de... Ça, ben en fait, la fantaisie affecte le cortex visuel. Puis tout ça qui est émotionnel par rapport à la dépression, etc., c'est le cortex frontal. Je devais juste être déprimé comme la totalité de mon cerveau. Puis pour ton histoire, je sais aucunement. Bien que j'ai travaillé dans la neurochirurgie, plus les symptômes s'approchaient très... Bon, mais si quelqu'un nous écoute et étudie là-dedans... mais... Oui. Puis sinon, ben, c'est un exemple de laissez-vous pas vous pousser jusqu'à ce point-là. Ça. Ouais. Puis, parce que là, il y a deux choses. Bon, ne vous laissez pas pousser jusqu'à ce point-là. Allez, les services qui sont offerts à l'université. Vous êtes à l'université, il y a des services qui sont offerts. Moi, c'était gratuit. Il fallait juste que j'y aille. Puis il fallait que... Moi, c'est la première fois que je lisais ce type de service-là, fait que j'ai dû comme passer outre le préjugé que je pouvais avoir là-dessus. Ça m'a aidé d'une certaine façon. C'était pas tout résolu les problèmes qui me faisaient sentir déprimé ou pas bien. Il y a certaines questions qui étaient comme, OK, cette question-là, c'est important d'y répondre parce que elle sous-tend une grande partie du problème ou une partie importante du problème et toi, c'était le pourquoi. Hein, pourquoi est-ce que je suis là? Mais est-ce que... Parce que dans cette notion de se laisser pousser jusque-là, jusqu'à une espèce de burn-out intense et neurologique, il y a, moi, mon impression ou mon expérience, c'est il y a un lien un peu avec
avec le mécanisme du syndrome de l'imposteur, mais c'est pas exactement ça. Ce que je veux dire, c'est le doctorat est une expérience qui tend à nous, juste par définition, à nous mettre seuls à faire quelque chose. Il y a une solitude, il y a un isolement qui fait partie, il y a un certain niveau d'isolement fait partie de l'exercice, parce que tu es supposé tout seul de trouver une réponse à une question innovante ou novatrice, nouvelle, etc. Mais après, j'aimerais savoir de ton côté, étant donné que, est-ce que cet isolement, cette solitude, tu penses qu'il était un facteur déterminant pour l'arrivée à ce stade-là extrême? Puis non seulement tu étais seul, mais là tu étais dans un consortium, une équipe université multinationale, où tu te sentais encore plus petit. Puis en tout cas, si l'isolement était prépondérant, ça a pu amplifier ce problème. Oui, le doctorat, c'est un domaine qui laisse place à l'isolement, que ce soit tu deviens un expert d'un domaine, déjà tu deviens isolé parce que ton vocabulaire change ou ton vocabulaire devient il devient raffiné au point que comme c'est pas mal le seul qui utilise les mots ou les expressions, les principes que tu travailles dessus. Mais en fait, tu as mis le doigt sur de quoi qui est vraiment pertinent par rapport à mon profil, par rapport à l'isolement, mais peut-être c'est un facteur, plus niveau psychologique. Mais en termes d'encadrement, j'étais super bien encadré. Mes mentors étaient excellents. Je pense que peut-être l'isolement, si on revient au mot isolement, j'étais peut-être isolé au niveau de l'accompagnement. Puis je parle de l'accompagnement, puis on l'a vu au centre de compétences de recherche. C'est l'accompagnement à l'extérieur, après la finalité du doctorat. Que fais-tu avec ta vie? Puis aussi, comment trouver des compétences complémentaires pour après aller sur le marché du travail ou en fait juste voir c'est quoi après le marché du travail. Parce que moi, au moment que je travaillais sur le doc, la finalité du doc, c'est un autre gouffre. Je savais pas c'était quoi qui allait se présenter à moi. Il y avait une certaine anxiété par rapport à la finalité aussi. Fait, je pense que ça, c'est un peu isolant dans le sens que comme tu sais pas c'est quoi sur l'horizon, tandis que quelqu'un qui est sur le marché du travail, ben c'est que comme s'il continue dans tel secteur, il va avoir une augmentation de salaire ou avoir une promotion ou d'autres employeurs. Oui. Mais ça, en tout cas, là, nous, on s'est croisés à un événement. Pour les doctorantes à l'Université de Sherbrooke. J'imagine que c'est pas le type d'événement qui existait quand toi, tu étais au doctorat. Aujourd'hui, je pense qu'il y a les institutions ont compris qu'il faut plus accompagner, comme tu viens de dire, les doctorantes parce que ça, juste être sur cette espèce de pont étroit du doctorat, ça peut être insécurisant d'une certaine façon si on ne sait pas qu'est-ce qui vient après. Et parce qu'il y a des gens aussi pour qui c'est pas insécurisant parce que je sais pas, ils savent que eux c'est la recherche puis qu'ils veulent être profs et donc être sur ce pont, sur cette route très étroite remplit tous leurs besoins comment dire d'avoir confiance en qu'est-ce qui vient après. Mais quand comme beaucoup d'entre nous, on est sur ce chemin, mais pour nous, il y a une espèce de néant, qu'est-ce qui vient après, mais ça crée de l'anxiété, puis ça peut amener à un épuisement émotionnel, puis à plein de choses négatives. Il y a plusieurs pressions qui ont peut-être causé ces nouveaux accompagnements-là à se créer parce que tu as aussi un volume d'étudiants, parce que je pense qu'on a de plus en plus de doctorants. Hein. Donc, éventuellement, ces problèmes-là devraient être adressés. Parce que sinon, tu atteins une masse critique. Parce que tu veux quand même former une relève en santé. En tant qu'organisation, en tant qu'institution, tu fais pas ton travail. Soit tu fais pas ton travail ou c'est un peu malaisant de sortir une cohorte d'étudiants pas fonctionnels. Mal adaptés, puis pas fonctionnels. Ouais. Non, je suis totalement d'accord. Puis en plus, le nombre de places de profs diminue. Il faut qu'on crée des services parce que là, on sait, il y a 4 sur 5 des doctorants n'auront pas accès à une place de professeur. Donc, il faut leur offrir un petit peu plus de support, un petit peu plus d'accompagnement
pour pas qu'il tombe dans, tu sais, je donne souvent l'image c'est le coyote là dans les dessins animés quand on était petit là, il arrive, il court, tu sais, il court au bout du canyon et après comme il pédale dans l'air, puis il tombe là. Mais c'est multifactoriel. Il y a le volume d'étudiants, mais aussi les pressions socio-économiques. Ces étudiants-là qui vont être formés, doivent aller sur le marché du travail, sinon tu déprimes. Oui, puis l'essai qui a été fait au retour, si ces personnes-là sont très compétentes, place-les aussi vite que possible pour qu'ils puissent retourner, pour qu'ils puissent avoir une valeur ajoutée à la société. Ça fait partie du, comment ça s'appelle ça, le social contract. Ouais. Ça, c'est aussi par la santé mentale, un peu plus discuté maintenant, c'est moins tabou. Des crises identitaires, j'imagine aussi, c'est peut-être une sphère un peu plus à part, mais il reste que comme ces enjeux-là existent. S'il y a une certaine sensibilisation qui a été créée par rapport aux crises identitaires, par rapport à ces enjeux-là, j'imagine que ces administrations-là sont aussi sensibilisées par rapport à d'autres enjeux tels que les doctorants. Je suis d'accord. Moi, quelque chose que j'ai trouvé aussi inspirant quand je t'ai croisé, c'est que moi, j'ai croisé des gens qui ont eu comme ça des histoires d'arrêt de doctorat ou aussi plus tard de devoir, pour une raison ou une autre, quitter l'académie puis qui garde un amertume pour ça, puis je les ai ressentis avec toi. C'est comme si tu as passé à travers, il y a du temps qui est passé aussi, mais tu as digéré, mais tu as trouvé d'autres. À un moment donné, tu t'es dit, OK, là, je me suis posé, je me suis reposé aussi, et là, où est-ce que je veux m'en aller? Et là, aujourd'hui, tu sais où tu veux t'en aller. Quand tu cherches quelque chose, je me connais mieux. Tu te connais mieux, je me connais puis mieux. Tu cherches, tu es en recherche d'emploi. Tu connais la cartographie d'où est-ce que certaines places, on peut au moins dire ça. Oui, mais en fait, j'ai tombé en amour avec le medtech. Le niveau de rigueur, l'impact que tu as sur la société, tu vois le fruit de ton travail, interagir avec les patients qui ont besoin d'aide. Puis aussi, en tant qu'ingénieur, j'ai placé un casque, c'est un casque de stabilisation sur un patient qui se faisait faire une crénectomie. Genre ce casque-là existe. Une espèce d'anneau avec des tiges. Ouais. Puis t'as des guides en téflon, puis j'assistais le neurochirurgien, puis les guides jam, ils coinçaient. Puis là, j'étais comme, je pourrais tellement faire de quoi de mieux que ça, mais cette affaire-là, ça fait 40 ans qu'il est utilisé, c'est une référence, etc. Je suis en train de le placer, puis je suis en train de forcer sa tête du gars, puis le gars est éveillé, puis je suis juste en train de le casse-coince, neuro, c'est comme, ouais, c'est normal. C'est comme fuck. Mais ces enjeux-là, ça te sensibilise, ça te motive, parce que je préfère mieux. Puis plusieurs outils qui sont utilisés présentement, ça c'est un enjeu de l'outil il est utilisé ça fait très longtemps, ils savent comment l'utiliser, tu as une certaine mémoire mécanique, etc. Et fait ses preuves, tu veux pas trop perturber leurs habitudes. Mais quand même des exemples. Il y a du travail à faire. Donc où est-ce que depuis là, donc tout ça s'est passé en 2016 comme tu disais. T'as pris une pause. Est-ce que tu es retourné travailler au labo? Fait ça, c'est jusqu'à 2017. J'ai continué à travailler au labo. J'ai fini, j'ai fabriqué un micro-prototype du moteur. J'ai fait toute la documentation nécessaire pour l'assembler. Puis après, là, j'ai retombé sur le marché du travail. En fait, c'était par rapport mon contrat avec l'Université de Sherbrooke, quand le contrat avec le CNRS s'est terminé. Là, j'ai tombé sur le marché du travail. Puis là, c'était on parlait quand on avait fait la conférence ensemble, les pivots, puis les compétences transversales. Je dis toujours transversales, mais transversales. Donc, ça, en fait, mes compétences transversales, c'était la recherche, le développement d'assemblage mécanique. Donc, j'ai vu que la R&D commerciale, ça existait. J'ai cherché un poste de R&D commercial, puis c'est à partir de là que j'ai tombé en R&D commercial. Au début, il a fallu que je prenne un domaine qui était un peu plus générique, mais j'ai quand même fait mes dents un peu sur c'était quoi l'expérience en industrie. Puis, j'ai eu une opportunité de retourner à Sherbrooke parce qu'il y avait un projet en imagerie médicale, une
petite entreprise à Sherbrooke qui a sous licence un contrat d'exploitation d'une technologie qui a été développée à l'Université de Sherbrooke en imagerie à émission de positron, pas de scan. Puis c'est ça, j'ai eu la chance de rentrer comme professionnel de recherche. J'étais un peu comme dans la translation des travaux vers l'entreprise. J'étais embauché comme ingénieur mécanique avec l'entreprise. L'entreprise existe toujours. Puis, en fait, sa vocation, c'est de faire du préclinique et du clinique recherche présentement. Donc, un scanner pour la tête, le cerveau humain. Il y a un prototype qui a été testé. Puis c'est ça, c'est tombé en amour avec le médical, les enjeux, la rigueur. Des enjeux aussi monétaires, c'est important. C'est assez dispendieux, ces appareils-là. Puis de coordonner aussi avec les infrastructures, les clients partenaires, les hôpitaux dans lesquels tu dois faire l'installation. Tu as des ingénieurs structuraux qui doivent être inclus. Fait là, j'ai interagi avec c'était comme un consortium, mais c'était essentiellement comme un groupe de sous-traitants du client qui est en train de s'organiser pour voir est-ce qu'on est capable de placer le scanner dans la salle. Puis là, tu regardais l'analyse de la dalle de béton, puis j'étais comme ouais, l'analyse est pas un peu sketch. Puis là, il m'écoutait pas. Puis là, j'ai comme contacté le sous-traitant qui allait faire l'installation. Puis comme moi, je le sens pas non plus. Puis on s'est mis ensemble pour faire un front. Mais ça fait là, c'était super. J'ai vraiment pris le goût. Mais l'entreprise a eu des difficultés financières. C'est intéressant, c'est drôle parce que depuis que tu as parlé en tout cas, de tes compétences transversales, il y en a une que tu n'as pas mentionnée, que j'allais mentionner, puis là, tu viens de toucher dessus. Puis je pense qu'elle est importante même pour toi, pour ce qui s'en vient, quand tu penses ou quand tu parles de tes compétences transversales. Et si vous êtes dans un projet, que ce soit maîtrise ou doctorat, où vous travaillez avec des gens il y en a qui sont en France, il y en a qui sont aux États-Unis, il y en a qui sont je sais pas où. Ça, c'est une compétence transversale d'être capable de travailler, d'avoir plusieurs parties prenantes dans son projet. C'est pas tout le monde qui est bon à faire ça, puis qui est bon à établir des contacts et comme tu dis, comme pour être capable de s'allier avec quelqu'un c'est pas une connaissance à toi, c'est pas donné à tout le monde, puis je sais pas si tu le mentionnes ou si tu le comptes comme une compétence transversale, mais je te le dis là, c'en est une. En fait, je reconnais que c'est une de mes forces, mais c'est de quoi que j'essaie de valoriser dans mon mentorat de la relève. Quand je parlais que je prends une fierté à avoir travaillé avec des CPI et avec des stagiaires, que cette même qualité-là, tu réalises aussi c'est quoi leurs compétences, c'est quoi leurs forces, puis tu t'orientes leur travail par rapport aux forces, puis tu discutes avec eux de travail en conséquence. Puis j'ai tenté de faire la chose quand je travaillais avec le directeur français. J'ai essayé de faire littéralement un roadmap de comme les organismes. J'ai été en France, j'ai présenté le roadmap en France, puis comme OK gang, si on fait ça, on va arriver à quelque part éventuellement. Puis c'était comme wow, ouais, ça fait du sens. Puis c'est de quoi que j'aime beaucoup faire. Mon dernier emploi en Céphalix, c'est ça. Gérer c'est ça, fait tout coupé. Mais ouais, t'en fais pas parce que tu sais. Ben avec l'image. Mais non, mais c'est ça, c'est la compétence interne. Fait voir c'est quoi la qualité des gens avec qui que je travaillais. Puis aussi, on a fait des embauches. J'étais l'employé numéro 1, on a embauché une deuxième, troisième. On avait des stagiaires, un roulement de stagiaires. Puis établir un réseau de confiance que j'appelle. Fait ces gens, tu as des fournisseurs, tu t'interagis avec eux, est-ce que ça fait du sens, que les interactions sont de confiance? Oui, c'est super important. Puis c'est important pour toutes les organisations à l'avenir qui vont t'embaucher ou auxquelles tu vas participer. Là, c'est des compétences complètes. C'est difficile d'apprendre ça à quelqu'un. En tout cas, je voulais juste être sûr de le mentionner parce que pour moi, c'était quelque chose de marquant. Là, quand tu m'as dit, puis la personne en France, ben, comptait sur toi pour des décisions puis des choses. J'étais comme, ça, c'est une compétence transversale très importante. Et souvent, les gens, comme ils se sont dit, je suis un petit élément dans ce grand cassette, ils pensent pas, non, je suis une partie de ce cassette et je fonctionne dedans. Puis j'essaie de trouver cette chose-là chez les gens. J'essaie de leur... Si quelqu'un... Je suis mentor avec quelqu'un, j'essaie de leur montrer ou de leur faire remarquer comme
ton cadeau ou ta qualité, c'est ça. Puis je t'apprécie pour cette qualité. Ouais, c'est ça. Tu parles de mentorer, puis c'est une des choses, oui, qui est le fun quand on avance dans notre carrière puis dans notre vie, c'est de pouvoir... Et des fois, des mentorats, c'est juste quelqu'un que tu croises une fois qui te pose une question, puis tu lui donnes la réponse qui lui... Tu sais, mais après, il y a du mentorat qui est plus structuré. Tu as mentionné quelques mentors dans ton trajet, et je voulais parler parce que moi, par exemple, tu sais, à moins de retourner jusqu'au bac au Portugal, tu sais, j'ai pas vraiment, tu sais, j'essaie d'identifier des mentors que je dirais qui ont été des mentors pour moi, puis tu sais, en tout cas, je peux pas en nommer comme ça. Et on parle pas de superviseur, de mentor, c'est quelqu'un qui n'attend rien de toi de spécifique, mais qui va en anglais ils disent to champion, you know, tu sais, qui va te donner son appui, qui va comme tu dis, identifier quelque chose en toi que tu n'as pas vu, puis te permettre de le valoriser. As-tu des histoires à raconter par rapport à ça, ou as-tu des personnes qui ont été qui ont un point d'ancrage pour toi En fait, au cours de ton trajet, des choses qui sont arrivées? Pour répondre simplement non, parce que de la façon dont tu décris, c'est un champion de pas mes mentors, c'était des directeurs de tête. OK. Ça aussi, c'est vrai que ça peut être, c'est un type de mentorat, mais moi, je voulais voir si ça en avait d'autres. Je comprends, mais en fait, c'était une des faiblesses durant mon parcours académique, c'est que j'avais personne qui m'avait championné. Donc, selon ton profil, tu devrais viser ça. J'avais à l'ultime moment au directeur, il faut quand même que je livre la marchandise. Le truc avec d'avoir un bon temps entre gens avec les personnes avec qui tu interagis, puis ou les personnes que tu gères, c'est aussi une application de soft power. Fait que quand les gens sont satisfaits dans leur travail, qui trouvent valorisant, puis qui est ajusté selon leurs compétences, ça c'est une application de soft power. C'est pas juste être gentil, c'est que je sais que le travail est fait, le travail est fait correctement, mais la personne aussi s'en sort valorisée. Il y a un petit effort supplémentaire qu'il faut que tu réfléchisses à la chose. Le soft power est plus coûteux que juste... Mais si on parlait de social contract, je pense que ce qui est... Peut-être je suis trop sensible là-dedans, ou peut-être c'est juste la société doit être soft. J'ai une approche qui est quand même assez exigeante et hardline. Mais je sais quand même d'être empathique par rapport à... Je ne vais pas te pousser à faire de quoi que je sais pas. Si je te pousse, c'est parce que tu es compétent. Puis si tu me dis je suis pas capable, puis je vois je sais que tu as les compétences, mais non plus, je vais pas laisser ça aller, que le potentiel est là. Mais oui, je pense que du soft power, c'est quand même... Ouais, c'est intéressant. Là, et je vois ce que tu veux dire. Et oui, les personnes qui sont nos supérieurs peuvent aussi jouer, avoir un rôle de mentorat et de champion, un peu comme je disais, puis j'ai pas le terme en français malheureusement, mais de nous donner un support. Parrainé, ouais. Il y a ce côté de, tu sais, je vois quelque chose en toi tu le vois peut-être pas, puis j'y crois, puis je vais, comme tu dis, là, je vais te pousser un petit peu pour que à un moment donné, tu tombes dedans, puis tu comprends, oh, c'est vrai, il avait raison. Fait que, et là, il va y avoir un moment d'inconfort, puis à un moment donné, tu vas grandir grâce à ce petit... OK, mais donc, t'es un peu aussi dans mon cas de figure où... parce que souvent, ces gens-là, c'est quelqu'un d'externe qui va jouer ce rôle-là plus vraiment de support inconditionnel quasiment, ou en tout cas, de support qui n'est pas lié aux résultats que tu vas avoir dans ce que tu fais. Mais c'est des gens externes. Puis moi, ça, je l'ai pas parce que j'avais pas cette... déjà, j'ai toujours été plus introverti, puis j'ai jamais eu cet instinct d'aller étendre un peu mon réseau. Mais est-ce que ces gens-là existent? Oui. Par inconditionnel, everybody has a price. Dans le sens que comme c'est du donnant-donnant. Mais des fois, le donnant-donnant, moi, les histoires auxquelles je pense, ça va être, la personne se revoit dans le jeune, et puis elle est vraiment beaucoup plus loin, et ce qu'elle gagne, le côté centripète du donnant-donnant à elle, c'est là, moi, je suis comme 3 décennies plus tard que toi, puis je vois quelque chose que tu vois pas, puis mon plaisir à moi, ça va être de te voir réussir. Mais après, il y a aussi, j'en ai vu, il y a
il y a des associations de mentors où tu payes pour être mentoré par des gens qui sont des experts. Mais moi, les histoires que je trouve, peut-être c'est parce que j'en ai pas eu, ces histoires-là d'une espèce de, juste ça, de redonner à une communauté d'où on vient ou à quelqu'un qui nous rappelle qui on était à cette époque-là. Je comprends, puis en fait, j'ai la même fibre que celle que tu décris. Faire du bien, ça fait du bien. Mais est-ce que ces personnes-là existent, comme par le fait que tu n'as pas été en contact avec une telle personne, c'est peut-être plus rare. Ça fait un peu plus rare. Et dans le fond, moi, je posais la question, c'est que ces histoires-là, elles m'inspirent toujours. Où elles m'amènent une émotion positive et c'est comme j'aurais aimé vivre quelque chose comme ça. Et donc, je suis toujours curieux de savoir si les gens ont des histoires comme ça. Mais la vérité, c'est que c'est comme je te dis, moi, j'en ai pas eu. Puis, je vais dire aux personnes qui nous écoutent, si vous en avez pas, regardez, moi et Marc-André, tu sais, on connaît pas ces gens-là. Donc, moi, je pense que les gens qui ont des histoires comme ça, ils sont très chanceux. Puis souvent, ils disent, j'ai connu cette personne par chance ou c'était quelqu'un que j'ai croisé dans un événement et qui m'a pris un intérêt pour moi sans que je m'attende à rien. Oui, mais aussi, je vais peut-être revenir sur mon point parce que ultimement, ça serait extrêmement bien que les gens interagissent entre eux sans avoir une attente de quoi en retour. Oui, d'ailleurs, ça, c'est une des choses que je recommande souvent aux personnes qui sont en fin de parcours de doctorat, par exemple, et qui se disent, bon, là, il faut que je réseaute pour pouvoir avoir un emploi après. Ce que je leur dis, c'est commence tout de suite à réseauter et ne réseaute pas quand tu auras vraiment besoin d'un emploi parce que c'est pas le même type d'énergie qui va passer dans les conversations. Et ça va, tu sais, réseaute sans attente et avec une curiosité. Soit tu respectes le temps des personnes à qui tu demandes 10-15 minutes pour leur poser des questions, mais c'est très différent avoir une discussion qui est transactionnelle parce que là, tu aimerais ça qu'à la fin de la discussion, la personne t'ouvre une porte à quelque chose, ou juste une discussion où tu sais que oui, dans un an, je vais avoir besoin, mais là, je suis juste en train de bâtir mon réseau, puis en tout cas, c'est ça, de donner un peu de donner le libre cours à ma curiosité. Et c'est très différent, oui. C'est deux métaries, quand je l'ai dit. Ouais. Mais c'est aussi que les gens se perdent non plus à trop donner. Il faut se respecter là-dedans. Ouais. Je pense que ton auditeur, on s'entend qu'on est tous dans des zones de gris. Il n'y a pas d'absolu là-dedans. Oui. Oui, puis même chose. Ça m'amène à une autre question. Et là, on est à la fin. Mais ce que tu dis est important dans un contexte particulier, ou en fait, est très important pour cette population, pour les gens qui écoutent Papa PhD, qui sont gradués, c'est que, parce que mon expérience et en conversation avec d'autres mondes, l'expérience que j'ai vécue, c'est on n'apprend pas à donner la valeur, la juste valeur à notre travail quand on sort d'un doctorat, par exemple, ou même d'une maîtrise, et qu'on a notre première conversation, disons, de négociation de salaire, on est mal outillé pour demander la juste valeur et souvent, on va demander moins que ce qu'on devrait. Les organisations qui sont là pour, ils ont des impératifs particuliers, surtout si c'est des corporations, ben c'est maximiser le gain des actionnaires, etc. Si quelqu'un demande très peu, on donne très peu. Mais là où je m'en allais, c'est que à un moment donné, quand on est en transition, il va falloir peut-être, oui, être bénévole, bénévolement donner de son temps, etc. Mais comme tu l'as dit, il faut faire gaffe, il faut faire ça à une certaine mesure, parce que sinon, c'est ça, on risque de se tirer dans le pied, de s'épuiser et aussi de donner une mauvaise image au marché du travail de qui on est, de combien on vaut. Parce que dans le fond, si on donne tout le temps, ben c'est ça qu'on vaut. On vaut zéro. J'exagère là, mais je sais pas à quoi tu pensais en particulier, mais moi, ça m'a fait penser à ce problème il faut se faire coacher un peu sur qu'est-ce que je vaux une fois que je sors de mon doctorat, parce que je m'investis beaucoup. En tout cas, moi, dans mon cas, c'était... Puis c'est après un certain recul, tu réalises que tu as peut-être un peu trop investi, ou tu as souvent des gens qui sont très bienveillants par nature. Puis ça, c'est juste... c'est naturel. Ces gens-là sont souvent exploités.
je pointe pas. C'est juste un fait de la vie. Je pense. Oui. Et conserver ses énergies, sa valeur et ses valeurs aussi. C'est ça, parce que sinon on risque de rentrer dans différents types de burn-out, que ce soit financier ou que ce soit émotionnel, mental, etc. Très bien. Marc-André, on est vraiment à la fin de l'entrevue. Si les personnes qui ont regardé ou qui ont écouté aimeraient partager quelque chose avec toi ou te poser des questions, c'est où qu'ils peuvent te rencontrer puis sur LinkedIn? C'est comme Jude en bon français. Non. Oui, c'est vrai. Haché, ça peut, tu fais bien de l'épeler. Et donc, sur LinkedIn, est-ce que tu as d'autres... je sais pas si c'était... En fait, je me focus beaucoup sur mon travail. Là, je suis sur la recherche d'emploi. Mais non, c'est ça. Peut-être me lancer en entrepreneuriat avec le Santec maintenant. Donc, le futur est ouvert. Très bien. Et donc, maintenant, on a beaucoup parlé de santé mentale. C'est important d'en parler. Puis, je le sais que la personne qui nous écoute, si cette personne-là n'a pas identifié ou n'est pas dans cette situation d'avoir des défis de santé mentale pendant son doctorat, elle connaît sûrement quelqu'un qui en a. Donc, merci énormément d'avoir partagé ce que tu as partagé. Donc, ma question de la fin, ce serait en tout cas, si tu t'imagines, toi, disons, avant la maîtrise, que, comme tu as dit, tu as un peu suivi le flot du fleuve, là, et tu es allé à la maîtrise, et après, tu n'avais toujours pas cette finalité, et donc tu es aussi allé, tu es resté dans comment dire, ce cadre généraliste, mais un peu comme tiré par le courant, d'une certaine façon. Est-ce que tu aurais un mot pour quelqu'un qui sent un peu, j'ai pas encore, tu sais, je n'ai pas identifié le pourquoi je fais ce que je fais, ou le pourquoi est-ce que, où est-ce que je m'en vais avec cette maîtrise? Est-ce que tu aurais des mots d'inspiration? Ça dépend de la source de cette noirceur. Si la source de noirceur, c'est par rapport à la finalité, puis par rapport du domaine du doctorat, puis ce qui va en ressortir du doctorat, je dirais de regarder vers l'intérieur. C'est quoi ses compétences, c'est quoi ses valeurs, c'est quoi ses intérêts. Les universités, dernièrement, où je suis allé, ont des services qui peuvent vous aider avec cette introspection, ou même des fois c'est une introspection, des fois c'est une prospection, c'est de voir OK, on va te montrer qu'est-ce qui est dehors. Ouais, en fait, ma perspective à ta question, c'est par rapport à justement mon parcours, que j'avais pas d'opinion. C'était beaucoup plus introspectif. Puis encore, c'est encore introspectif. Par rapport à ma recherche d'opportunités, comme j'aime m'interagir avec les gens, j'aime coordonner avec des équipes, j'aime travailler dans des nouvelles technologies. Trouver ces éléments-là, déjà, si tu l'appliques à un filtre dans une recherche de LinkedIn, ça peut aider. Puis à l'inverse, si tu enlèves ces filtres, mais là, t'es comme, c'est juste trop large, c'est un peu difficile aussi à se valoriser sur certains profils. Ça va pas être productif. Quand on commence un doctorat, souvent, c'est une fierté. Pour nous, pour ceux qui sont autour de nous, des fois pour notre famille, des fois on est les premiers dans notre famille qui vont faire une affaire de même. Donc le jour où on se réveille puis on dit, ça me fait pas du bien, peut-être que je devrais arrêter, mais la famille, elle comprend pas. Les amis, la blonde, le conjoint, comment ça tu vas arrêter? C'était ton projet. Pour des gens qui sont dans cette situation, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour leur permettre de se poser cette question franchement et de dire, regarde, je suis désolé de vous décevoir, mais c'est vraiment pas mon chemin. En fait, je suis aucunement expert là-dessus parce que j'étais très isolé durant mon doctorat. J'avais des colocs, mais autre que ça, ma famille était au Nouveau-Brunswick. En fait, le choc était très... j'ai eu le temps de faire mon choix, puis après, quelques semaines après, on parlait avec mes parents. Mais en fait, donc, je peux juste parler d'une manière intuitive et bienveillante. Puis c'est premièrement sur les personnes que vous savez qui sont là pour vous, comme les personnes qui vous aiment. Si ces personnes ont besoin d'être rassurées de votre choix, trouvez les arguments qui font que leur démontrer qui vous fait sentir mieux ultimement, qui vous fera du bien. Il y a différentes avenues pour ça. Certaines personnes veulent lâcher parce que c'est juste trop de pression. Ça, c'est probablement encore plus difficile pour quelqu'un
à faire ce choix-là, parce qu'ils sont juste tellement épuisés. C'est totalement valide comme raison pour certaines autres personnes. Myriam Baudry, j'avais entendu le podcast, puis sa raison, c'était qu'elle avait réalisé que sur le marché du travail, elle trouvait un meilleur bonheur. Puis ça, c'était facile après de trouver l'argument avec son copain. Elle a dit, en fait, son copain te l'a fait remarquer qu'elle était plus heureuse sur le marché du travail. Mais reste comme une dynamique comme ça que quand tu montres à la personne qui t'aime ou qui est proche de toi que l'alternative va te faire plus de bien, c'est pas mal plus facile à trouver l'argument. Par ta question, c'est trouver l'argument, je dirais, d'aller avec cette approche-là, mais des fois, c'est juste une affaire de feeling, de sensation. Puis c'est pour ça que je dis de focuser sur les personnes qui sont importantes pour vous, parce que les autres personnes, ça vaut pas la peine de faire l'énergie là-dessus. Naturellement, le temps devrait régler les choses. C'est sûr. S'ils vous aiment vraiment, en tout cas, oui, parfait. Marc-André Haché, merci énormément de tout ce que tu as partagé, de tes réflexions. Tu es quelqu'un qui communique bien. C'était vraiment le fun de passer cette heure à parler avec toi. Donc, j'ai confiance que tu vas avoir du succès à trouver une place, comme tu disais, tu vas être bien, puis tu vas t'épanouir dans tes intérêts, puis dans tes compétences. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Si tu te poses des questions par rapport à ton avenir professionnel après le doctorat, rends-toi sur school.com/papaphd, donc skool.com/papaphd, et rejoins-moi, mais aussi une communauté de gens comme toi qui font de la recherche, mais qui sont aussi intéressés à ce qui existe professionnellement en dehors du labo pour toi. À bientôt!